D'abord, bonjour et merci, je vais rallumer ma vidéo. Merci de m'accueillir. Donc moi, je vais vous parler de l'impact, de la réalisation respiratoire sur la qualité de vie des patients atteints d'un cancer, bronchique non à petites cellules à un stade, métastatique, traités par l'immunothérapie et la chimiothérapie lors de la phase de maintenance en première ligne de traitement. Alors, ça ne veut pas passer. Bon, on va faire comme ça. Le cancer du poumon représente 46 360 nouveaux cas en 2018 et malheureusement, 70% de ces cancers sont déjà localement avancés et métastatiques. Ça veut dire qu'ils ne sont plus atteignables par la chirurgie. Et c'est le quatrième cancer le plus fréquent en France et le plus fréquent dans le monde. La réhabilitation respiratoire, elle n'est plus à démontrer pour la BPCO. On sait qu'elle diminue la dyspnée, réduit la fatigue, augmente la qualité de vie et améliore la tolérance à l'effort. Elle est aussi recommandée pour l'asthme sévère, les bronchiectasies et la mucoviscidose. Elle a des effets positifs sur l'hypertension pulmonaire et les pneumopathies interstitielles, mais les études sont de petits effectifs et restent à confirmer. Elle a également démontré des impacts très positifs sur les patients opérables, soit en pré, soit en post-opératoire, en diminuant les complications post-opératoires, mais également la mortalité et les durées d'hospitalisation. Pour l'apnée du sommeil, pour l'instant, il n'y a pas de réelle recommandation, mais plutôt une recommandation d'activité physique. Et alors, qu'en est-il par rapport de la réhabilitation respiratoire et le cancer du poumon métastatique non opérable? Dans la littérature, j'ai fait une revue de littérature et en fin de compte, il y a très peu de littérature en cancer métastatique et on a beaucoup d'études, enfin 2 études qui montrent la faisabilité et mais les effectifs restent relativement faibles et le critère d'évaluation principal, c'est la capacité fonctionnelle et donc on n'a pas du tout d'impact sur la qualité de vie et ils en parlent qu'en critères secondaires. Donc ces 2 études montrent bien la faisabilité et la sécurité de la réhabilitation respiratoire. J'ai retrouvé un essai contrôlé randomisé et qui s'attachait à montrer également la capacité fonctionnelle. Malheureusement, les résultats ne sont pas concluants d'un point de vue statistique sur la capacité fonctionnelle via le TM6. Leur critère secondaire de la qualité de vie revient quant à lui positif. Donc c'est de bon augure. C'est des résultats qui sont encourageants et qui nécessitent de confirmer sur la qualité de vie comme objectif principal dans des futures études. Je me suis également intéressée au cancer du poumon et la qualité de vie au moment du diagnostic. En effet, une étude montre qu'au moment du diagnostic, la qualité de vie des patients atteints d'un cancer du poumon métastatique est déjà altérée par rapport à une population en bonne santé. Donc ça, c'est un élément quand même important de savoir que leur qualité de vie est déjà altérée. Et en fin de compte, ils ont aussi un niveau d'activité physique altéré par rapport à une population en bonne santé et ils n'ont pas le niveau d'activité physique recommandé par la Société américaine de cancérologie. Donc, on sait que ces patients-là, ils rentrent déjà dans la maladie avec une qualité de vie altérée. Donc, je pense qu'il est d'autant plus important d'aller essayer de maintenir leur qualité de vie, voire de l'améliorer tout au long de la prise en charge. C'est pour ça qu'en fin de compte, on monte un protocole de recherche pour pouvoir évaluer l'impact d'un programme de réhabilitation respiratoire de 8 semaines versus pas de réhabilitation respiratoire sur la qualité de vie des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules à un stade métastatique. Donc, on a choisi de faire un essai comparatif randomisé en groupe parallèle qui va évaluer la prise en charge standard par rapport à une prise en charge standard plus de la réhabilitation respiratoire à raison de 2 séances par semaine et le tout pendant 8 semaines. Donc, le critère d'évaluation principal sera la mesure de la qualité de vie avec le score de santé globale du questionnaire de l'ERTC QLQC30 avant et après 8 semaines chez des patients traités par chimiothérapie et immunothérapie en phase de maintenance. Donc après, on a aussi des critères d'évaluation secondaires que j'ai listés ici. C'est un petit peu rébarbatif. Donc, on va mesurer les échelles fonctionnelles et les échelles symptomatiques, la mesure de la qualité de vie des échelles symptomatiques du questionnaire qui est spécifique au cancer bronchique, donc le QLC30, excusez-moi, le QLQLC13. On va suivre le nombre de patients décédés et qui sont vivants.
On va mesurer aussi la réponse au traitement de la chimiothérapie avec les critères RESIST. On va mesurer la capacité à l'effort et à la capacité fonctionnelle à travers le TM6 au moment de l'inclusion et à 8 semaines. Et on va également continuer l'évaluation à travers les questionnaires, le QLQ-C30 et le QLQ-LC13 à 6 et 12 mois. On va évaluer les événements d'intérêt et le nombre d'hospitalisations tout au long de l'étude. Et on va également faire des questionnaires de qualité de vie spécifiques à la réhabilitation respiratoire. Donc, nos critères d'inclusion sont des critères assez spécifiques de la cancérologie. Donc, c'est des patients atteints d'un cancer du poumon à un stade métastatique. En première ligne de traitement, là, j'ai mis les traitements suivant le type de cancer. Donc, si c'est des adénocarcinomes ou des épidermoïdes, la maintenance n'est pas tout à fait la même. Des patients âgés de plus de 18 ans ayant un performance status de 0 à 1, avec une espérance de vie estimée supérieure à 12 semaines, l'absence de contre-indication à la réhabilitation respiratoire, une fonction adéquate des organes, c'est-à-dire des fonctions hématologiques, hépatologiques et rénales qui ne vont pas entraver la réhabilitation respiratoire. Si les femmes sont en âge de procréer, elles doivent avoir des moyens de contraception et forcément les obligations légales du consentement et affiliées à la sécurité sociale pour la France. Donc, les critères de non-inclusion, on exclut les cancers du poumon qui ne sont pas non à petites cellules, les patients qui ont des troubles orthopédiques ne permettant pas la réhabilitation respiratoire, tout ce qui est les toxicités qui ne sont pas résolues et qui peuvent entraver toujours la réhabilitation respiratoire. Les métastases cérébrales, notamment, quelquefois, ça peut déclencher des crises d'épilepsie, donc on les a exclus également. Les métastases osseuses qui sont très, très douloureuses et on ne peut pas demander à un patient ayant des métastases osseuses de venir faire du vélo, c'est trop douloureux. Et tout ce qui est contre-indication à la réhabilitation respiratoire, des infections non contrôlées, grossesse, allaitement et chirurgie également. Donc, lors de la visite d'inclusion, c'est une visite assez standard en fin de compte de réhabilitation respiratoire. Donc, on va retrouver une spirométrie, une mesure de la dyspnée, une mesure de la pression inspiratoire, des questionnaires et on va reprendre en effet nos questionnaires spécifiques de l'étude qui sont des questionnaires spécifiques aussi de la cancérologie très utilisés en cancérologie. On va retrouver un entretien éducatif et un bilan éducatif partagé, une mesure de la dyspnée via les questionnaires classiques de la réhabilitation respiratoire. Donc là, ici, je vous ai mis le tableau de suivi qui sera appliqué à nos patients, donc avec l'évaluation initiale que je vous ai expliqué à l'instant, et après la réhabilitation pendant 8 semaines à raison de 2 fois par semaine. Alors, on a choisi ce 2 fois par semaine au lieu de 3, qui est plutôt plus classique, parce que c'est des patients qui sont extrêmement sollicités au niveau de leur prise en charge classique en cancérologie, donc on ne veut pas les fatiguer encore plus avec notre réhabilitation, une fatigue psychologique ou physique. Donc, l'évaluation finale qui reprend les questionnaires qu'on a fait précédemment et un suivi à 6 mois et à 12 mois. La visite de fin d'études, évidemment, il y aura un examen clinique et on reprend les échelles qu'on a fait au départ et pour pouvoir forcément comparer nos évaluations. Donc, ce qu'on espère, c'est que forcément que la réhabilitation respiratoire va amener des choses positives à nos patients et comme un peu l'activité physique sur la qualité de vie. Alors, sur l'activité physique et la qualité de vie, on a de nombreuses études qui sont sorties, notamment cancer du sein, on en a beaucoup, cancer de la prostate également. Et toutes ces études montrent un impact positif sur la qualité de vie, mais également sur les capacités physiques. Donc, on imagine bien que c'est sûrement transposable. Mais quand on s'intéresse de plus près à l'activité physique et le cancer du poumon métastatique, on retrouve à nouveau des études de petite taille et qui n'évaluent que la capacité fonctionnelle. Et on ne parle pas beaucoup de qualité de vie. Donc là,
Ça, c'était le sujet de mon mémoire et quand j'ai refait retourner mes équations, il y a une nouvelle publication qui est sortie en avril 2021, justement sur l'activité physique et le cancer du poumon. Et c'est la première étude qui évalue vraiment l'activité physique et la qualité de vie. Et ils ont conclu à un impact positif sur la qualité de vie et une diminution également des symptômes. Donc, on peut espérer que la réhabilitation respiratoire amènera les mêmes bénéfices, en fin de compte, que l'activité physique, voire même au-delà, avec un maintien à plus long terme, qu'on pourra justement évaluer dans un second temps. On imagine déjà un peu la suite de notre protocole, avec une durée d'études et de suivi plus long, des essais plutôt multicentriques, parce que là, on est concentré sur le CHU de Morlaix et le CHU de Brest. Et on aimerait bien aussi évaluer le maintien du changement de comportement à long terme. Et un des derniers points qui sera sûrement intéressant d'étudier, c'est l'impact de la réhabilitation respiratoire sur l'espérance de vie. En effet, il y a peu d'études qui parlent de la modulation de l'activité physique sur les paramètres immunologiques, mais cette étude-là, elle montre bien quand même que les marqueurs liés à l'immunothérapie sont modulés avec l'activité physique à travers les anticorps anti-PDL1 et anti-PD qui sont les traitements standards actuellement pour l'immunothérapie. Donc voilà, je suis peut-être un peu rapide et je parle peut-être un peu vite, mais je vous remercie beaucoup.